Bonjour à tous, on attendait juste quelques minutes donc tout le monde se connecte, ce qui est le cas, donc on va démarrer ce webinaire. Petit point logistique avant de démarrer, vous avez un module de questions-réponses au niveau de Zoom qui est activé pour ce webinaire, donc si vous avez des questions en cours de webinaire, n'hésitez pas à les poster. On essaiera au possible d'y répondre lors du webinaire, sinon on reviendra vers vous une fois le webinaire terminé. Donc, bienvenue à tous cet après-midi pour parler d'agilité à l'échelle avec Alexis Gache d'Atlassian et Koutayer Farfra d'Agile for Me. Bienvenue, messieurs. Bonjour, bienvenue. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Il n'y a pas de quoi. Donc, un petit rappel de l'agenda qui va nous intéresser cet après-midi autour de cette thématique. On va démarrer par une présentation de Spectrum Group et d'Agile for Me, suivi des principaux points qui nous intéressent autour de l'agilité à l'échelle, autour de deux constats qu'on a fait sur cette problématique lorsqu'on intervient au niveau des organisations. Déjà, comment donner corps à cette stratégie au niveau méthodologie, framework et outillage. Et puis enfin, comment la mettre en place et suivre dans l'organisation cette transformation, puisqu'on parle bien d'une transformation qui touche l'ensemble de l'organisation. À la fin, on essaiera de garder un petit peu de temps pour une question-réponse. Au niveau de ce deuxième constat, c'est à ce moment-là qu'il y aura aussi une démonstration de l'outil Weavis faite par Agile for Me. J'enchaîne donc sur la présentation de Spectrum Group. Donc, Spectrum Group est une USN fondée en 2011 qui a plusieurs casquettes, mais l'une de ces casquettes depuis le démarrage est d'être partenaire avec l'éditeur Atlassian. Donc, aujourd'hui, nous sommes Platinum Solution Partner, qui est le niveau le plus haut de partenariat que l'on peut avoir avec Atlassian. Donc, c'est une aventure qui a démarré en 2011, qui nous a permis aujourd'hui de réaliser plus de 500 projets d'émissions autour des solutions Atlassian et de son écosystème, et d'avoir plus de 50 certifications et une quarantaine d'experts et de consultants autour de ces solutions. Ce qui nous amène à effectivement, voilà, ce que vous voyez, un certain nombre de certifications autour des produits, que ce soit du Jira Software, Jira Service Management ou Confluence, et des certifications métiers, avec notamment celle qui nous intéresse plus aujourd'hui, qui est celle autour de SAFE, mais nous avons aussi des consultants certifiés ITIL et ITSQB pour la partie test, ITIL étant plus pour la partie ITSM. Le partenariat avec Atlassian et Spectrum, démarré en 2011, s'inscrit vraiment dans la durée, puisqu'effectivement, pour devenir Platinum, nous avons franchi un certain nombre d'étapes. Je vais citer les plus importantes. En 2014, nous avons lancé notre lab, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'Atlassian a su générer autour de ses produits un large écosystème. Et donc, il y a une marketplace sur laquelle vous pouvez trouver un certain nombre d'apps ou de plugins qui viennent étendre les solutions. Et donc, Spectrum Group, en 2014, a fait le choix de partir dans cette aventure. Et nous sommes aussi donc éditeurs de solutions pour d'apps dans la marketplace Atlassian pour venir enrichir les produits tels que Jira ou Confluence. Il y a un fort engagement aussi depuis le début de la part de Spectrum pour participer à tous les événements organisés par l'éditeur, que ce soit ici en France ou bien à travers ces summits qu'il a organisés à San Francisco ou Barcelone, avec la mise en place du programme de certification en 2017. Nous avons aussi franchi le pas et donc, comme vous l'avez vu, certifier un grand nombre de nos consultants autour des solutions, mais aussi autour d'usage métier. Ce qui fait qu'en termes de référence, au niveau service, comme vous voyez, il y a des grands noms, grandes sociétés françaises du CAC 40, et pour le service qui nous permet donc de toucher
pour le lab et les apps, ça nous permet de toucher un plus grand nombre de clients à travers le monde et donc un certain nombre de grandes références aussi, comme vous pouvez le voir. Derrière ce partenariat, ça se traduit en fait avec un certain nombre d'expertises et de domaines d'expertise qu'on a su développer autour des solutions Atlassian, qui vont des problématiques de gestion de projet, logiciel métier, agilité à l'échelle, avec notamment la gestion de portefeuille projet, jusqu'à la mise en place de DevOps, d'usines logicielles, et ou de gestion de services informatiques à travers la Jira Service Management notamment. Ces domaines d'expertise sont basés aussi sur un certain nombre de services qu'on a développés et aujourd'hui Spectrum Group vous permet de vous accompagner de l'achat et la gestion de vos licences jusqu'au conseil pour mettre en place les solutions, de l'hébergement et aussi des services spécifiques, puisqu'effectivement, étant éditeur sur la marketplace, nous avons aussi des compétences pour étendre les solutions et gérer les intégrations métiers ou spécifiques à votre organisation. Donc, c'en est fini pour Spectrum Group. Je vais passer la main à Koutailleur pour présenter Agile Formi et Louise. Merci, bonjour à tous. Alors, Agile Formi, c'est une société qui a été créée en 2015, dont je suis le créateur. Elle n'a pour objectif d'intervenir que sur les sujets agiles, donc sur à la fois l'accompagnement des équipes et des organisations dans leur transformation agile, donc sur différents sujets. On va de la partie métier jusqu'à l'accompagnement opérationnel des équipes, qu'elles soient en Scrum ou Kanban ou en Safe. Voilà, donc c'est une société qui travaille exclusivement avec des freelances. Voilà, Agile Formi s'est bâti sur un réseau de freelances parce que ça nous permet de trouver la compétence nécessaire par rapport à un besoin spécifique d'un utilisateur. Voilà, et on est 100% Agile centrique. Alors, Agile Formi, c'est un ensemble de sociétés. Donc, si on peut passer au slide suivant, s'il te plaît. Donc, il y a Optimus pour tout ce qui est accompagnement et coaching, transformation agile. On a Agile Formi aussi le créateur et l'organisateur de la conférence Agile en scène, qui a lieu tous les ans, qui aura lieu cette année du 20 au 22 septembre, avec notamment une journée le 22 septembre qui sera totalement dédiée au framework Safe. Et dans cette partie-là, on aura aussi un sujet outillage. C'est comment s'outiller lorsqu'on lance une transformation à l'échelle et qu'on se retrouve avec des programmes, un grand nombre d'équipes et aussi avec la complexité qu'on a aujourd'hui d'avoir des équipes qui est délocalisées et la pérennisation du télétravail. Donc ça fera partie des sujets qu'on abordera à Agile en scène. C'est aussi au travers d'Agile en scène une offre de formation qui s'appelle Agile en scène Academy, une offre de formation agile. L'objectif d'Agile en scène Academy est de proposer des formations certifiantes ou non. On va des formations Scrum Master, Product Owner, Kanban, Safe, à des tarifs inférieurs à ce qui fait sur le marché. Parce que notre constat est qu'aujourd'hui, la formation coûte très cher, peut-être des fois trop cher. Et au travers d'Agile Formi, nous, on souhaite qu'un maximum de personnes puissent découvrir les pratiques agiles au travers de la formation, à la fois pour évoluer, pour progresser dans ses activités, mais également peut-être pour faire évoluer sa carrière pour les personnes qui veulent du jour au lendemain devenir product owner ou Scrum Master. Et enfin, Agile Formi, c'est aussi WeVis, donc une application digitale dont les développements ont démarré en 2018 et qui a pour objectif, en se connectant à Jira et en récupérant les données de Jira, de produire des indicateurs agiles sous forme de graphiques de suivi et de tableaux de bord à la fois sur les projets, mais également avec une vision programme. Voilà. Donc, voilà, Agile Formi, donc on a tout un tas de clients. Voilà, vous voyez nos principales références avec l'évolution de notre chiffre d'affaires depuis 2016. On est référencé dans les principaux grands groupes comme Air France, JC Deco, AXA Bank, AXA France ou la Massif. Voilà ce que j'ai à dire sur Agile Formi. Et si vous voulez me contacter, vous avez mes coordonnées. Merci bien, d'ailleurs, pour cette présentation. Donc, sans plus tarder, on va attaquer
le sujet principal de ce webinaire. Et donc, partir et discuter autour de ce premier constat, c'est pour comment donner corps à sa stratégie pour mettre en place l'agilité à l'échelle au sein de son organisation. Alors, le premier point qui était important de rappeler, c'était donner un petit peu de contexte et effectivement rebondir sur ce qu'a dit Koutayer, c'est qu'aujourd'hui, notamment avec la pandémie qui nous touche depuis 2020, il y a une problématique une accélération de la transformation des entreprises et pour rester compétitif, le besoin d'étendre l'agilité déjà présente dans les équipes techniques à l'ensemble de l'organisation. C'est ce qu'en fait, vous retrouvez dessous, ce que représente en fait le passage à l'agilité à l'échelle, c'est en fait ni plus ni moins que l'application des principes agiles, non plus à plusieurs équipes au sein plusieurs équipes techniques, mais vraiment à l'ensemble de l'organisation. Et donc derrière, ça implique effectivement une transformation culturelle importante. Et donc, il y a une vraie question sur comment le faire et comment bien y arriver. Aujourd'hui, vous le savez déjà sans doute, il y a un certain nombre déjà de frameworks qui existent pour permettre justement de structurer un petit peu cette bascule vers l'agilité à l'échelle. Ces frameworks ont des déclinaisons à travers un certain nombre d'outils dont on va discuter aujourd'hui pour impacter et intéresser l'ensemble des parties prenantes au sein de l'organisation. Donc là, on parle vraiment de l'ensemble des équipes et non plus qu'un service particulier ou que certaines équipes en particulier. Ça, c'est entre guillemets un petit peu la théorie, et c'est là ce qu'on va voir un petit peu plus aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passe réellement en pratique. Koutayer l'a présenté un petit peu. Effectivement, aujourd'hui, il y a un certain nombre de frameworks qui sont disponibles, mais dans la réalité, c'est quand même plutôt le framework SAFe qui est choisi dans les grandes organisations pour être déployé et pour passer à l'agilité à l'échelle. Derrière, ça se traduit effectivement par un investissement important au niveau des organisations pour mettre en place un dispositif d'accompagnement, là encore, qui doit toucher toutes les équipes. Et on se rend compte aussi que derrière, on essaye de réutiliser les outils déjà mis en place pour mettre en place les méthodes agiles plus traditionnelles comme Scrum ou Kanban. Et c'est là où on tombe très souvent même la plupart du temps, sur des organisations ou des équipes qui ont l'habitude d'utiliser les outils Atlassian et notamment Jira Software. La problématique que l'on voit, et ça je pense que Koutayer et Alexis, vous allez pouvoir en parler un petit peu plus aussi, c'est qu'effectivement, entre la théorie et l'investissement sur ces dispositifs et la façon dont les outils sont utilisés, il y a parfois en fait des éléments de friction ou de manque d'alignement. Oui, absolument. Moi, dans les accompagnements que j'ai eu à faire ou que je fais actuellement, c'est vrai qu'on constate que Jira est très implémenté dans les grandes entreprises en France. Il est même dominant. La problématique que moi je vois quand il y a une transformation à l'échelle, c'est souvent que ces organisations ne se font pas accompagner pour faire évoluer aussi leur Jira, pour être adapté à cette transformation à l'échelle et notamment aux frameworks qu'ils veulent mettre en place. Souvent, c'est fait en interne. C'est fait entre guillemets, par un petit peu des rustines que l'on va rajouter pour répondre à tel besoin, mais il n'y a pas de vision globale parce qu'il n'y a pas d'accompagnement et de stratégie globale qui est mise en œuvre pour bien comprendre comment Jira doit évoluer pour vraiment se mettre au service de cette transformation et au service du framework que l'on veut mettre en place. Et ça, c'est vraiment important parce que ça conditionne aussi la réussite. Aujourd'hui, alors, c'est vrai que quand on parle d'outillage dans l'agilité, certains ont tendance à dire mais les outils c'est pas important, c'est les personnes en premier. Oui, bien sûr, c'est un des préceptes du manifeste agile, hein, c'est même le premier, hein, les collaborateurs plutôt que les outils.
ça n'empêche que c'est plus tôt, c'est pas à la place de. Et on a besoin de l'outillage, on a besoin des outils, et encore plus aujourd'hui, pour aligner les personnes, pour travailler sur des transformations à l'échelle qui vont des fois impliquer des milliers de personnes. Voilà, on a des cas d'entreprises qui regroupent 5, 6, 8 000 personnes sur des programmes qui sont sur les 5 continents. Donc, on a besoin d'un outillage. Mais pour avoir un outillage efficace, et moi, j'utilise beaucoup Jira et je vois au fil des années qui s'est énormément amélioré, qui s'est énormément adapté justement à pouvoir répondre à une demande d'agilité à l'échelle. Mais ça nécessite clairement un accompagnement de ces organisations pour adapter leur Jira et mettre en place une vraie organisation et un vrai outillage qui permet de répondre à ce besoin de transformation et pas dès qu'on a besoin, je crée un nouveau champ alors qu'il y en a peut-être déjà un qui existe en standard dans Jira, ou j'impose un même framework à tout le monde parce que on ne gère pas bien la souplesse de Jira, etc. Voilà. Jira, c'est un outil, à mon sens, qui est très puissant. Moi, depuis que je travaille, ça fait 25 ans, je connais Jira, donc j'ai vu toute l'évolution au fil du temps. C'est un outil qui est très puissant, mais c'est un peu comme dans le film Spider-Man, hein, à grand pouvoir, grosse responsabilité. Comme c'est très puissant, ça nécessite quand même, de la part des organisations, de la rigueur dans sa mise en place et dans sa configuration, donc un accompagnement par des experts qui peuvent les accompagner sur cette transformation. Je voudrais juste ajouter un commentaire par rapport à tout ce qui vient d'être dit. Je pense qu'il y a aussi un autre aspect qui est important de mettre en exergue, c'est Jira Software n'a jamais été fait pour faire de l'agilité à l'échelle. C'est-à-dire dans les concepts initiaux qui ont amené à la création de Jira Software, et vous le regardez, c'est le message clé, on va dire, qu'on prône chez Atlassian en tout cas, c'était l'équipe first. Ce qui nous intéressait dans un premier temps, et ce qui nous a toujours intéressé, c'est de se focaliser autour de l'équipe. Et à ce titre-là, les concepts du manifeste s'y prêtaient bien. Donc, on était vraiment orienté sur ces concepts-là. Quand est arrivé les principes de fédérer plusieurs équipes sur un objectif commun, et donc quand on a commencé à parler d'agilité à l'échelle, on était peut-être un peu en retard côté Atlassian, parce qu'on n'avait aucun concept out of the box qui permettait d'implémenter ça. Et donc, le constat qu'on a fait, c'est d'ailleurs ce qui nous a amené à beaucoup évoluer ces dernières années, mais le constat qu'on a fait, c'est de dire que, en fait, on bricolait un petit peu dans Jira Software pour arriver à traiter des niveaux supérieurs. Alors, si on se base sur Safe, c'est toujours plus simple de se baser sur Safe, hein. Non pas que ce soit le seul framework, mais c'est que la technologie est devenue acquise, on va dire. Donc, si on se base sur Safe, le premier niveau programme, on peut arriver à, entre guillemets, bricoler quelque chose dans Jira pour sortir 2-3 tableaux de bord qui permettent d'un pilotage d'un programme. Et encore, on a quelques limitations. Et quand on commence à monter sur le niveau solution, c'est-à-dire qu'on fédère beaucoup plus d'équipes ou beaucoup plus de trains sur un même objectif, ça devient quasiment impossible. Et pour ceux qui s'intéressent, et il y en a de plus en plus en France et outre-Atlantique ou outre-Manche, pour ceux qui s'intéressent à un pilotage du portefeuille sur des pratiques lean, là, ça devient carrément impossible. Donc, je pense que quand je dis on a de part de responsabilité, c'est qu'on n'a pas su faire évoluer l'outil en fonction de ces évolutions du modèle de maturité qu'on peut retrouver dans Safe. On est en train de le faire depuis quelques années maintenant. Et on est arrivé au constat qu'aujourd'hui, Jira doit rester l'outil côté équipe. Donc, l'exécution, là où je réalise le travail à proprement parler, ce qui nous permet d'avoir les bénéfices d'un Jira, hein, la collaboration, les principes de définition de workflow, d'attributs au niveau des différentes équipes pour répondre à leurs desiderata. Mais en revanche, dès lors qu'on commence à traiter de sujets qui sont plus des sujets de pilotage ou de gouvernance, on a fait le choix de mettre une brique logicielle complémentaire qui s'appelle Jira Align, à qui on va déléguer cette responsabilité-là. Donc, si je m'intéresse à avoir une vision LPM, que je traite des sujets d'horizon financier, par exemple, ou de la gestion budgétaire, je peux évidemment tenter de le faire dans Jira, hein, parce que Jira, c'est ni plus ni moins que des workflows, des attributs, donc on arrive à faire à peu près ce qu'on veut. Mais pour nous, côté Atlassian, en tout cas, on se dit qu'aujourd'hui, il nous faut un outil plus industriel pour piloter ça. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis en place Jira Align, dont, une fois de plus, hein, il va se sourcer dans Jira, donc la source de vérité reste Jira. Mais les décisions et les sujets ayant trait à la gouvernance seront plutôt dans un outil limité, d'ailleurs en termes d'utilisation, hein, limité à la population qui traite des sujets LPM, des sujets de gouvernance, des sujets un peu transverses. Merci à vous deux. Du coup, effectivement, on anticipe un petit peu sur le slide suivant. Effectivement, comme vous l'avez dit tous les deux, l'agilité à l'échelle, c'est quand même un sujet plus récent que effectivement Jira qui date bientôt de 2003. Aujourd'hui, pour les personnes qui sont équipées de la solution, il existe quand même des possibilités pour implémenter, outiller ce passage à l'échelle.
Alors là, on parle vraiment de solutions éditeurs, donc c'est pour ça que je parle vraiment de solutions qui sont mises à disposition par Atlassian lui-même. Donc, on trouve Advanced Roadmap et puis on trouve, comme l'a dit Alexis, Jira Align. Si je reprends un petit peu, alors c'est un slide qui est pris à Atlassian lui-même, à l'éditeur. Si on reprend un petit peu effectivement le découpage produit, on retrouve Jira à travers ces différentes déclinaisons de manière transverse. Donc là, n'apparaît pas sur ce slide Advanced Roadmap, parce qu'on le verra, Advanced Roadmap est plus une application qui vient se greffer à un existant Jira Software. Et en revanche, comme l'a dit Alexis, on retrouve bien Jira Align, qui est une nouvelle solution, dont on va parler un peu plus dans quelques instants, et qui vient donc prendre des informations, prendre de la connaissance et de la donnée directement depuis Jira Software. Alors, plus en détail sur les deux solutions, Advanced Roadmap, c'est donc une application issue d'un marketplace. Donc, je l'installe directement depuis mon Jira Software. Et derrière, les fonctionnalités vont être disponibles directement au niveau de mon instance Jira Software. Aujourd'hui, elle n'est pas liée à un framework d'agilité à l'échelle en particulier. On peut faire, comme l'a dit Alexis, un premier niveau de safe avec, mais elle n'est pas, l'application elle-même n'est pas réellement porteuse ou ne permet pas d'implémenter un framework agilité à l'échelle dans sa totalité. Jira Align, lui, est un produit à part entière qui peut se connecter et qui peut récupérer des informations de plusieurs instances Jira Software, qu'elles soient on-premise ou dans le cloud, et qui a vocation effectivement à porter la transformation et l'agilité à l'échelle à travers l'ensemble de l'organisation. Et donc, qui va permettre d'embarquer l'ensemble des parties prenantes, toutes les équipes de votre organisation, et qui permet aussi d'outiller effectivement un certain nombre de frameworks. On parle de Safe, mais il n'y a pas que Safe, mais effectivement qui supporte nativement un certain nombre de frameworks d'agilité à l'échelle out of the box, directement depuis l'application. Je ne sais pas si Alexis, tu veux rajouter quelque chose? J'étais en train d'enlever le bouton mute. Oui, juste pour ajouter un point, je pense que c'est juste la genèse qui est intéressante, juste un petit peu d'histoire, devrais-je dire. Pour expliquer l'origine et l'arrivée de Jira Align dans le portefeuille d'Atlassian. En fait, cette arrivée-là, elle date d'il y a 2 ans et demi environ. À l'époque, je n'étais pas chez Atlassian, mais l'histoire aujourd'hui, c'est de dire, il y a 2-3 ans, on s'est posé la question de savoir comment on pouvait répondre aux exigences de nos clients qui avaient des besoins de monter à l'échelle. Il y avait plusieurs options qui étaient disponibles. Vous savez qu'Atlassian est une boîte d'ingénieurs. On est principalement constitué d'ingénieurs en développement. La partie R&D est une part significative, probablement la plus grosse d'ailleurs d'Atlassian. Donc, on s'est posé la question de savoir si on devait repartir sur Jira et le faire évoluer pour traiter ces principes d'agilité à l'échelle. Est-ce qu'il fallait redévelopper une apps ou au contraire partir d'une apps existante et la faire évoluer troisième des scénarios possibles, c'était faire une acquisition pour combler le retard qu'on avait acquis dans ce domaine-là. L'histoire montre qu'on a fait le choix de faire une acquisition, qui est celle de Jira Align, anciennement Agilecraft, parce que la solution qu'on avait, qui était Advanced Roadmap, qui portait un nom différent d'ailleurs, qui s'appelait Portfolio avant, qui faisait tout sauf du portfolio. On a commencé par le renommer pour éviter l'ambiguïté sur ce qu'il savait faire. On a décidé de la réserver pour des équipes qui étaient assez limitées. C'est-à-dire, si vous regardez, je crois que la préconisation d'Atlassian, c'est-à-dire quand vous avez 7-8 équipes maximum, Advanced Roadmap peut répondre aux besoins et commencer à fédérer ces équipes-là. En revanche, quand vous êtes une démarche plus mature et plus industrielle de monter à l'échelle, l'éditeur, en tout cas Atlassian, vous conseillera plutôt d'aller vers Jira Align. Donc, dépendant du niveau de maturité et de la trajectoire que le client souhaite prendre, on peut commencer par Roadmap et évoluer vers Jira Align, ou au contraire démarrer, comme certains clients, directement dans Jira Align, parce qu'on a déjà dans la Roadmap client une visibilité sur ce qu'on souhaite faire à 3 ans, par exemple. Si vous avez des velléités d'aller vers un operating model agile dans une organisation,
vous commencez à traiter des sujets d'OKR ou des sujets de LPM, de Lean Portfolio Management, dans ce cas-là, on va plutôt orienter le client vers Jira Align, qui permet de traiter de ça, et qui a un autre avantage, qui est relativement agnostique par rapport au framework. On parle de Safe une fois de plus. Je pense qu'on parle de Safe parce que c'est très documenté, très structuré et facile à intégrer. Maintenant, je ne pense pas que je laisserai Gilles Formy aller plus en détail sur ces sujets-là, mais je ne pense pas qu'il existe des clients Safe, hein, parce que je vois, quel que soit l'endroit sur la planète, Safe reste une boîte à outils qu'on va devoir adapter. Donc, quand on dit un produit doit être compatible Safe, on va surtout vouloir dire que certains des grands concepts doivent pouvoir être intégrés dans l'outillage et surtout qu'il doit avoir un niveau de customisation nécessaire et suffisant pour pouvoir s'adapter aux exigences du client, ce qui est à mon avis l'élément le plus important. Et ça, pour le coup, Jira Align s'y prête assez bien. Donc voilà, juste pour… je trouvais l'histoire est intéressante sur pourquoi Jira Align est arrivé dans le giron Atlassian et garder à l'esprit que Jira Align reste l'outil de référence pour l'agilité d'entreprise, là où Advanced Roadmap est l'outil de référence pour nous quand on commence à accoster un nombre assez limité d'équipes vers un objectif commun. Parfait, merci pour ces précisions, Alexis. Donc, du coup, on va poursuivre le webinaire et attaquer la deuxième partie, et donc voir un petit peu comment mettre en place cette agilité à l'échelle et suivre cette transformation. Alors, quand je dis comment mettre en place, c'est plus on va vous donner un certain nombre de bonnes pratiques pour éviter un certain nombre de pièges dans l'optique d'utilisation de la suite Atlassian pour outiller justement votre démarche agilité à l'échelle, et voir aussi comment l'éditeur met à disposition une certaine boîte à outils pour vous aider à faire cette transformation. Dans un deuxième temps, Koutaïa nous présentera donc Webis, qui est un outil qui va permettre justement de remonter des métriques et de suivre cette transformation à travers justement la connexion avec les instances Jira. Alors, sur cette première partie, autour des bonnes pratiques. Alors, comme on l'a un petit peu dit en introduction, pour accompagner et passer à l'agilité à l'échelle, on tombe souvent dans des contextes où les clients, les organisations utilisent déjà les outils Atlassian, principalement Jira Software, avec au niveau de chaque équipe potentiellement des personnalisations, des customisations différentes. Ça peut être historique, ça peut être lié à la façon dont Jira a été déployé, ça peut être aussi lié à des réelles méthodes différentes de fonctionnement entre les équipes. Mais ce qu'on se rend compte à travers les différents projets qu'on a fait pour mettre en place cette agilité à l'échelle, c'est qu'il est nécessaire au niveau de Jira d'aligner, si possible, toutes les équipes vers les mêmes méthodes de travail. Donc, ça peut se faire, ça doit se faire à travers la mise en place de modèles, typiquement de modèles de projet et de l'ensemble des objets qui se rattachent au projet dans Jira. Donc, vous parlez des types de demandes, des workflows, des différents schémas que vous connaissez qui permettent de structurer justement vos process dans Jira. Ça passe aussi effectivement par des changements culturels et c'est aussi une des forces de la suite Atlassian et notamment de Jira, c'est effectivement être sûr que la collaboration ou la culture de la collaboration existe entre les différentes équipes afin que justement il n'y ait pas de point de friction et que lorsqu'on va essayer d'aligner l'ensemble des équipes vers des modèles, un ou plusieurs modèles communs, ça se fasse de façon plus transparente possible. Et derrière aussi, c'est des choses qui, mine de rien, se font dans le temps, donc qui nécessitent effectivement toujours du coaching et surtout de bien tout documenter pour qu'effectivement l'ensemble des équipes ait un référentiel commun sur lequel ils puissent s'appuyer. Donc, vous l'avez bien compris, derrière, c'est vraiment mettre en place une véritable gouvernance
au niveau de Jira et de Jira Software, mais surtout essayer de l'appliquer dans le temps et derrière, voilà, faire des health checks, donc des points de contrôle relativement réguliers et éventuellement les compléter par des petits audits pour justement s'assurer que cette décision d'aligner les équipes vers un modèle commun soit dans les faits appliquée. Alors c'est là où Spectrum Group, en tant que partenaire Atlassian, peut vous aider parce que justement, nous, on a une boîte à outils qui nous permet justement de réaliser des audits fonctionnels sur l'utilisation que vous faites aujourd'hui de vos instances Jira et vous permettre éventuellement de découvrir un certain nombre de points de contrôle ou de pain points qu'il faudrait adresser dans le cadre du déploiement de votre stratégie d'agilité à l'échelle. Derrière, en plus d'avoir notre propre boîte à outils issue de nos expériences, il faut savoir que dans le cadre du lancement et de la mise à disposition de l'outil Jira Align, Atlassian lui-même fournit une application disponible sur la marketplace que vous pouvez installer sur votre instance Jira et c'est une application qui est plus un outil d'analyse autour des usages que vous faites de l'agilité avec Jira Software et qui va remonter un certain nombre d'indicateurs et de métriques pour vous permettre, dans un deuxième temps, des actions correctives pour passer sur Jira Align. Et là, je vais laisser Alexis compléter un petit peu cet aspect-là. Oui, l'idée, en fait, c'était de simplifier la transition vers l'agilité à l'échelle et de mettre en évidence quels étaient les points qui, au travers de l'outillage, en tout cas, nous semblaient être pertinents pour progresser vers cette agilité à l'échelle. Donc, l'idée, c'était de développer un plugin qui s'appelle Jet, comme c'est indiqué ici, disponible sur la marketplace. Je vous invite à le télécharger pour l'étudier. Et ce plugin-là va vous produire un rapport. Ce rapport va mettre en évidence un certain nombre de points sur lesquels potentiellement une action est nécessaire de votre part. Alors, tous ces points n'ont pas obligation à être traités. En tout cas, certains ont plus d'importance que d'autres. Et alors, ça peut être des choses très structurantes ou des choses qui le sont un peu moins, mais à partir du moment où on parle d'agilité à l'échelle, il va falloir que l'ensemble des objets soient liés à un parent. Donc, mes épis doivent être à un moment donné liés à une feature, mes user stories doivent être liés à une feature, entre parenthèses, une épique au sens safe, ce genre de choses. Ça paraît être une évidence, sinon ça va être compliqué. J'ai un certain nombre de points qui sont mis en avant sur l'estimation en points qui me permet d'avoir un peu de gestion capacitaire. Moi, j'ai un certain nombre de choses qui vont être mises en évidence et pour lesquelles on va demander aux clients dans certains cas, ça peut être ignoré. Prenons l'exemple des user stories qui ne sont pas liées à une feature. Bon, ce n'est pas dramatique, ça veut dire on va dire que c'est l'autonomie de l'équipe. Elles ne consommeront pas de capacité vue par le train, mais ça fait partie des choses qui seront consommées par l'équipe, pourquoi pas. En tout cas, chacun de ces éléments-là sont mis en évidence, sont expliqués. Pourquoi c'est plus pertinent, d'après nous, d'adresser ce point-là et quelles sont les conséquences si d'aventure on ne l'adresserait pas. Et ça permet à nos clients de mesurer quel est le gap qu'il va falloir combler pour ensuite mettre en place une solution d'agilité à l'échelle. Évidemment, c'est fait dans l'optique du passage sur Jira Align, mais je pense que ça reste des conseils ultra pertinents, même dans une adoption d'un outil tiers ou d'un pilotage hors outil d'agilité à l'échelle. Je pense que ça rappelle quelques fondamentaux qui nous semblent pertinents de respecter en tout cas. Très bien, merci Alexis. Sachant en plus, comme c'est une application, effectivement, et que ça génère des rapports, vous pouvez effectivement l'exécuter à 6 mois après, avec une temporalité différente et à une fréquence que vous souhaitez pour effectivement suivre l'évolution de votre plateforme. Donc là, du coup, on va basculer sur la démo Weaviz. Donc, je vais passer la main à Coutailleur pour vous présenter. Je vais vous partager mon écran. Du coup. Hop. Donc, juste le temps d'autoriser. Vraiment, c'est bon.
OK. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? On voit ton écran, oui. Ouais, c'est bon? OK, parfait. Alors, hop, je mets un peu tout ça, ça me gêne. Voilà, très bien. Alors, Weaviz. Weaviz, c'est une application digitale. Donc, elle est disponible en mode cloud ou en on-premise, c'est-à-dire sur possibilité de l'installer sur serveur client. Donc, c'est une application, la première version qu'on a fait de Weaviz, c'est de se connecter à Jira, récupérer les données et produire tout un tas d'indicateurs. Donc, ça, c'est une application, moi, qui à l'origine était un fichier Excel que j'avais développé lors des accompagnements que j'ai fait au sein de plusieurs grands groupes et qui a montré des résultats sur l'utilisation des indicateurs pour mesurer la performance des équipes et arriver à leur permettre de prendre des décisions d'amélioration. Alors, pour se connecter à Weaviz, rien de plus facile. Vous avez un compte avec un identifiant mot de passe. Quand vous arrivez sur Weaviz, vous accédez au portfolio. Donc là, vous avez le portfolio de tous les projets. Donc ça, ce sont tous les projets au sens Jira qui ont été chargés dans Jira. Et on verra plus tard que vous avez aussi la possibilité de créer des programmes, c'est-à-dire avoir des indicateurs multi-projets. Donc, il se présente comme ça. Alors, la présentation est assez simple. Vous avez le nom du projet, l'état du backlog, c'est-à-dire par rapport à toutes les issues, tous les tickets qui sont dans le Jira, et puis le pourcentage d'avancement. Et on a un petit indicateur vert, ça veut dire que tout se passe bien, tout s'est bien passé, le chargement s'est passé, les refreshs automatiques se sont bien passés. Voilà. S'il y a un moindre problème de chargement, il apparaît en rouge. Alors, pour charger un projet, rien de plus simple, vous allez ici. Alors, je ne vais pas faire tout le fonctionnement, mais vous saisissez votre identifiant, votre mot de passe. Alors, si vous êtes sur une version, sur une instance Jira Cloud, là, il faut que vous créez ce qu'on appelle une clé API, donc un token. Donc ça, c'est à créer par votre administrateur. Ce sont les nouvelles règles de sécurité qui ont été imposées par Atlassian. Si vous êtes sur une version de Jira Server, là, votre identifiant mot de passe suffit. Puis ensuite, quand vous vous connectez, alors j'ai peut-être pas les bons credentials, pardon. Je récupère les bons. Hop. Voilà. Donc, et là, en fait, vous récupérez la liste de l'ensemble des projets sur lesquels vous avez un droit d'accès. Donc, on est en train de faire une évolution qui arrivera à la fin du mois. Vous pourrez également charger des boards d'un projet. Voilà. Donc, et ensuite, vous sélectionnez le projet que vous voulez et vous pouvez aussi sélectionner la période de temps sur laquelle vous voulez mesurer les indicateurs. Vous n'êtes pas obligé de charger la totalité de l'historique. Voilà. Si vous avez un projet qui existe depuis des années, vous pouvez par exemple dire, moi, il n'y a que la dernière année qui m'intéresse ou que les 3 derniers. Voilà. Donc ça, quand le chargement est fait, vous avez fait votre configuration, vous vous retrouvez avec une étiquette comme ça. Donc, on va regarder un des projets. La première chose, le premier écran sur lequel vous accédez quand vous arrivez sur le projet, c'est la partie favori. Donc, la partie favori qui est configurable par utilisateur et qui vous permet de visualiser vos 4 principaux indicateurs et vos 2 principaux graphiques. Et vous pouvez le configurer ici, où on retrouve l'ensemble des indicateurs. Ça vous permet de ne voir que les indicateurs qui vous intéressent et de ne pas vous retrouver avec la totalité des indicateurs qu'on propose. Sinon, les indicateurs, eux, se présentent de 2 façons. Via des dashboards, donc on a des tableaux de bord qui sont par produit, donc sur l'ensemble des tickets de votre projet Jira, par release, par sprint, par épique, par label. Voilà. Et on va rajouter d'autres dashboards, notamment sur la notion de composants qui est aussi beaucoup utilisée. Et vous avez aussi un module de gestion budgétaire, ça on y reviendra, et on a tout un tas de graphiques. Aujourd'hui, on en a une dizaine, et petit à petit, on en implémente de nouveaux qui vous permettent de suivre l'historique d'avancement et de suivre la performance dans le temps de vos différents tickets. Alors, si je vais sur le dashboard produit, vous verrez que tous les autres dashboards sont configurés de la même façon. On a des indicateurs qui sont à la fois Lean et Scrum, donc plutôt orienté Kanban et orienté Scrum. Donc, on a bien sûr la vision sur l'état du backlog général avec le nombre de cartes bloquées, puis l'avancement. On a la date de dernier refresh. Dans Weaviz, vous avez 2 façons de faire un refresh. On ne fait pas des refreshs en temps réel pour ne pas surcharger inutilement les serveurs. On fait un refresh automatique toutes les nuits, qui se fait en général entre 1h et 2h du matin. Vous pouvez aussi lancer un refresh à la demande. Donc, vous cliquez ici et ça ne va refresher en fait que les tickets qui ont été modifiés depuis la dernière mise à jour. Voilà. Donc, ça vous évite à chaque fois de tout recharger.
Donc, on va avoir des indicateurs Lean qui vont nous permettre de mesurer le temps de passage en moyenne. Voilà, on a 499 tickets qui ont été traités, qui sont passés en done, qui sont terminés. Ces 499 tickets ont mis en moyenne 35 jours, 21 heures et 54 minutes pour passer entre les étapes qui sont to do jusqu'aux étapes done. Ensuite, vous avez le reaction time qui est le temps de réaction. Donc, entre le moment où je crée mon ticket et le moment où il passe en work in progress, c'est-à-dire on commence à travailler dessus, ça vous permet de voir un peu, est-ce que vous avez un stock important de tickets qui met beaucoup de temps à être traité par l'équipe et peut-être du coup que vous avez un stock qui est inférieur à la capacité à faire votre équipe. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle le cycle time, qui est le temps de cycle, le temps de traitement, entre le moment où un ticket est pris en charge, en WIP, et le moment où il passe en done. Voilà. On va aussi mesurer le débit, bien sûr, à la semaine, nombre de cartes traitées par semaine par rapport à la période de votre projet, le taux de defect, c'est-à-dire le nombre de bugs que vous avez généré par rapport à toutes les cartes que vous avez traitées. Le hedging, c'est le hedging sur le WIP, c'est-à-dire qu'ici, on a 6 cartes qui sont en cours de traitement. Ces 6 cartes, en moyenne, ça fait depuis 34 jours qu'elles sont présentes dans cette étape de travail en cours. Par rapport à un cycle time de 11 jours, ça veut dire que potentiellement, on va avoir des performances qui vont réduire. Donc ça permet immédiatement de dire attention, les cartes sur lesquelles je travaille, il faut qu'elles avancent plus rapidement, sinon je vais détériorer la performance de l'équipe. Et ensuite, à partir du débit, du taux de defect, du reste à faire, on va mesurer ce qu'on appelle la prédictibilité, c'est-à-dire une estimation de la date d'atterrissage du reste à faire. Voilà. Si on fait que 50% du backlog jusqu'à 95%, et c'est représenté aussi via un burn-up, où là, on va voir l'avancement par semaine et on va faire une projection sur 3 axes. Le premier axe, c'est le débit basé sur le meilleur débit qu'on ait eu. Le deuxième axe, sur le pire débit qu'on a pu avoir. Donc, vous voyez qu'il sort du graphique. Donc, on voit la date ici. On est au 29 décembre 2022. Et puis, le débit par rapport au débit moyen. Voilà, le débit standard. Donc, ça permet d'identifier un peu si on est sur un système qui est perturbé ou si on a un cône d'incertitude qui est plutôt réduit. Et du coup, on a une bonne confiance sur la date d'atterrissage. Et on a l'efficience. Alors, l'efficience, ça va nous permettre de dire sur toutes les étapes qu'on a du workflow, quel est le pourcentage de temps que j'ai passé sur des étapes actives, sur ce lead time. Et pour configurer ça, donc on va dans la configuration. Ici, on va définir en fait sur quels indicateurs, pas sur quels indicateurs, mais sur quel type de ticket je veux faire mes mesures. Donc là, j'ai dit que je voulais mesurer les stories, les bugs, les tâches. Les autres, je ne veux pas faire de mesures dessus. Je reconstitue aussi mon workflow. J'ai récupéré un certain nombre d'étapes du projet Jira, mais il y a des étapes que je n'utilise pas. Et là, je reconstitue mon workflow pour qu'il corresponde à ce que je veux mesurer. Et ensuite, ici, je vais dire quelles sont les étapes qui sont actives et les étapes inactives. Et vous voyez, les étapes grisées, ce sont des étapes inactives. Du coup, ça va me permettre de dire combien de temps, en moyenne, les tickets sont restés sur du in progress, du pull request, du ready to deploy, voilà, qui sont les étapes actives. Donc là, on me dit que les indicateurs me disent c'est 29% de ce temps. Voilà. Donc voilà les indicateurs que l'on propose. Et au niveau des indicateurs Scrum, on se base sur l'engagement et la vélocité. Donc là, au niveau produit, on va mesurer sur l'ensemble des sprints qui ont été réalisés l'engagement moyen versus la vélocité moyenne. Et on en sort une prédictibilité Scrum. Là, on voit qu'entre l'engagement, ce qui a été engagé et ce qui a été réalisé, on est plutôt sur une prédictibilité de 37% en moyenne. Voilà. Donc ensuite, vous avez un dashboard sur les releases. Le dashboard sur la release reprend les mêmes types d'indicateurs, mais associé à une release. Donc, vous pouvez regarder sur l'ensemble des releases que vous avez. Alors, ça, c'en est une qui n'a pas démarré. Je vais en prendre une qui est terminée. Voilà, vous avez l'ensemble des releases qui sont passées ou qui sont à faire sur votre projet. Vous pouvez voir les indicateurs personnalisés. On va avoir la même chose sur les épiques. Et là, donc, c'est bien les indicateurs associés à un épique. La même chose sur les labels. Voilà, vous pouvez, par exemple, je veux savoir sur les anomalies, etc. Et donc voilà, et on va rajouter un autre dashboard qui va être sur les composants. Et on a un dernier dashboard qui est le sprint, qui est différent, lui, en termes de présentation, parce qu'on a souhaité que ce soit un dashboard qui puisse être utilisé pendant les différents cérémonials Scrum, que ce soit pendant les daily meetings, les démos ou les rétros. Donc, on a la liste de tous les sprints. Donc, vous les voyez tous ici. Vous pouvez aller consulter les historiques, tous les sprints qui sont terminés. Vous voyez la situation. Pour chaque sprint, on va avoir l'objectif du sprint. On va avoir un rappel de son engagement et de sa vélocité en story point avec son pourcentage de prédictibilité. On va avoir notre fameux burn-up que l'on peut voir en nombre de tickets ou en story point. Et on est en train de faire une évolution pour vous permettre de le regarder avec d'autres champs.
Alors, si vous avez un champ business value, par exemple, ou si, voilà, ça arrive, hein, moi je le vois chez des clients, ou si vous estimez pas en story point, mais en jour homme, voilà, vous pourriez le mesurer. On mesure le débit au jour le jour, ce qui permet de voir est-ce que j'ai un débit plutôt cohérent sur la période de mon sprint. On voit le cycle time. Est-ce que le cycle time aussi, c'est-à-dire le temps de réalisation entre le moment où je prends un ticket et le moment où il est terminé, est-ce qu'il est cohérent par rapport à la durée de mon sprint? Et puis là, on a le taux de variabilité. Le taux de variabilité, ça vous permet de vous dire, OK, je suis parti à 128 points et à un moment, j'arrive à la fin à 104 points. Donc, j'ai un taux de variabilité de 19%. C'est-à-dire que mon backlog, mon poids total a baissé de 19%. Vous pourriez aussi avoir le contraire. Alors, je ne sais pas si j'ai un projet un sprint dans ce sens. Voilà. Par exemple, là, mon taux de variabilité, il a augmenté de 42%. Donc, ça veut dire que le backlog augmente de 42%. Donc, potentiellement, c'est un risque supplémentaire pour l'équipe dans l'atteinte de ses objectifs. Voilà, je charge le backlog durant le sprint, alors que l'équipe s'est engagée sur un certain nombre de points. Donc, potentiellement, par rapport à la courbe idéale, je peux avoir un risque de non-atteinte de mon objectif. Et cette fameuse courbe idéale, alors, ce n'est pas une courbe rectiligne, hein. Souvent on a un trait direct, c'est une courbe qui s'adapte justement à l'évolution de ce backlog, en plus ou en moins. Et à chaque fois, on réadapte la courbe idéale pour pouvoir justement voir est-ce que l'ajout de nouveaux tickets, et du coup l'augmentation du poids de mon backlog, est-ce que ça a un impact sur le réalisé de l'équipe et sur sa capacité à tenir ses engagements. Et là, vous avez un rappel en fait des tickets qui sont terminés, de ceux qui sont à faire, de ceux qui ont été rajoutés et de ceux qui ont été retirés durant le sprint. Et pour chaque ticket, vous pouvez aller voir son détail. Donc là, vous pouvez visualiser les indicateurs propres à un ticket, son lead time, cycle time, etc., les étapes dans lesquelles elle est passée avec la date de passage et le temps qu'elle y est restée. Voilà. Donc, si on a un indicateur où on s'aperçoit qu'elle est restée longtemps, je peux aller voir à quel moment on a perdu le plus de temps. Là, je vois qu'en fait, elle est sur un lead time de 104 jours, elle est quand même restée 88 jours en to-do. Donc, on a mis beaucoup de temps avant de la traiter. Donc, peut-être que j'ai un stock qui est trop important. Voilà. Et pour toutes ces dashboards, vous pouvez aller voir aussi la liste des tickets qui sont rattachés à chacun de ces dashboards. Et pareil, vous pouvez vérifier bien sûr les indicateurs par ticket. Vous avez possibilité de faire des filtres. Et puis, si vous voulez aller voir le détail, parce que nous, on ne récupère que les données qui nous permettent de calculer des indicateurs, on ne récupère pas les données confidentielles, hein, comme les descriptions, les pièces jointes, les commentaires, etc. Si vous voulez aller voir le détail d'un ticket, vous cliquez là, et là, vous allez accéder à votre Jira. Voilà. Hop, je reviens. Voilà. Ensuite, on a les graphiques. Donc là, je ne vais pas tous vous les montrer dans le détail, mais je vous en montrer un. Ils sont tous un peu organisés de la même façon. On a une zone de filtre. On a le graphique en lui-même que l'on peut agrandir, sur lequel on peut faire des exports de l'image ou des données ou une impression qu'on peut filtrer à l'intérieur, etc. Et on a le tableau récapitulatif. On peut regarder sur une période, customiser. On peut regarder, là, par exemple, pour le débit, je peux regarder le débit, c'est-à-dire le nombre de cartes qui passent dans une étape par jour. Voilà, je veux savoir combien de tickets rentrent par jour. Là, je peux le voir et j'ai le détail du type de tickets qui sont concernés. Je peux me dire, il n'y a que les bugs qui m'intéressent. Voilà, vous avez plusieurs notions de filtre. Donc là, on peut voir le débit. On peut voir ce qu'on appelle le cycle time. Là, par exemple, c'est le cycle time scatterplot. Ça me permet par jour de voir quels sont les tickets qui sont passés entre to do et done. Voilà, je peux choisir mes étapes. Hein. Par exemple, je veux savoir plutôt entre in progress et done. Je peux voir la moyenne à ce moment-là. Je peux dire, moi, j'aimerais bien voir plutôt sur 6 mois. Voilà. Donc là, je vois que j'ai un taux assez bas. Et je peux voir en fait à quoi ça correspond. 50% des tickets ont été faits en 4 jours, 75% des tickets en 10 jours, etc. Voilà. On a la vélocité, je vous en montre un autre. On a le suivi de la vélocité. Alors, contrairement à Jira, on affiche la totalité des sprints. Là, on affiche par défaut les 7 derniers sprints, mais vous avez possibilité de pouvoir regarder l'historique de vélocité sur la totalité des sprints. Donc, vous pouvez en sélectionner autant que vous voulez, hein. Dire je les sélectionne tous ou je les désélectionne tous. On peut l'afficher en story point ou en nombre de tickets. Et vous allez avoir, donc là, bien sûr, par sprint, l'engagement de réaliser, mais vous allez également avoir le suivi de la vélocité moyenne et puis également le suivi de la prédictibilité par sprint.
avec 2 niveaux qui vous permettent de savoir à quel moment vous êtes en dessous des 50% et à quel moment vous êtes au-dessus des 80%. Voilà, de prédictibilité. Voilà, donc puis on a le fameux cumulative flow, je vous en montre un autre que vous pouvez consulter également. Et puis vous pouvez filtrer les étapes. Si par exemple ce qui vous intéresse, c'est juste savoir entre le to-do et ce qui rentre et ce qui sort, eh bien, vous avez juste à filtrer ici. Voilà. Donc on a tout un tas d'indicateurs. On est en train d'en rajouter des nouveaux. Donc là, c'est vraiment au niveau projet. Donc, vous avez tout un tas de projets. Alors, il n'y a aucun risque. Si vous supprimez un projet, il n'est pas supprimé dans Jira. On ne fait pas la mise à jour dans l'autre sens. Voilà, les données viennent de Jira. Il n'y a aucune perturbation sur l'intégrité des données qui sont dans Jira. Donc là, on est au niveau projet. Maintenant, j'ai des squads. Donc, je suis organisé en feature team et dans une tribu, j'ai plusieurs squads et j'aimerais bien voir un peu la situation de cette tribu. Et ben, je vais dans Programme. Là, j'ai créé mon programme. Donc, tout simple, je vais ici, je saisis le nom de mon programme et puis je rajoute les projets. J'ai créé mon programme qui contient 4 projets et quand je vais dedans, et ben là, j'ai la liste des 4 projets avec leurs indicateurs propres et là, j'ai les indicateurs mutualisés que je peux voir par release, que je peux voir par sprint et que je peux voir par épique. Voilà. Et ça, on est en train de faire une refonte ergonomique pour que ça soit un peu plus sympa à regarder. Mais on a aussi aujourd'hui possibilité de regarder des indicateurs au niveau vraiment programme multi-équipe. Voilà pour Weaviz. J'espère que j'ai été assez complet. Je n'arrive pas à retourner. Voilà. Je vais enlever le partage. Je vais reprendre la main, oui. Ouais, vas-y, reprends. Voilà, hop, c'est bon. Écoute, merci pour cette démo. Et du coup, ça a déclenché tout de suite quelques questions, puisqu'on va passer maintenant à la session questions-réponses. Et c'est une question pour vous deux, justement. C'est justement le positionnement de Weaviz par rapport à Jira Align. Est-ce que ce sont bien des produits complémentaires Alors, Weaviz, l'objectif de Weaviz, c'est de produire des indicateurs d'aide à la décision. Ce n'est pas de faire du management de projet ou du management de portfolio. On est vraiment dans la notion de production d'indicateurs, donc au niveau équipe et puis des indicateurs mutualisés au niveau programme. On ne se substitue pas à Jira Align ou à un Jira. On apporte des éléments complémentaires. Par exemple, dans Jira aujourd'hui, Jira a un certain nombre d'indicateurs que l'on reprend, par exemple, comme les burn down, burn up, vélocité, mais on en propose d'autres de façon beaucoup plus synthétique. Par exemple, sur le Velocity Chart, on apporte des éléments supplémentaires sur la vélocité moyenne ou la prédictibilité, puis la possibilité de regarder au-delà de cette sprint. Donc, je dirais que c'est pas l'un ne remplace pas l'autre, c'est plutôt un complément que l'on apporte. Et nous, on est vraiment, Weaviz, on s'est vraiment spécialisé sur la production d'indicateurs pour aider à la décision. Voilà. Alexis, tu veux peut-être rajouter quelque chose, oui? Alors, moi, je ne connaissais pas encore l'outil, je trouve ça assez génial, ce que je viens de voir d'ailleurs, juste pour info. Merci. J'attends avec impatience la version plugin. Va arriver à la fin du mois, j'espère. Directement dans la marketplace d'Atlassian, je pense que ça facilitera grandement l'adoption par tous les clients Jira, donc ça c'est plutôt génial. Jira Online, une fois de plus, ce n'est pas un outil de reporting, même s'il est vrai qu'il y a quelques points de similitude avec ce qu'on vient de voir. Jira Online s'inscrit plutôt sur des indicateurs un peu globaux d'entreprise. Alors, il est vrai que ce qu'on vient de voir, le calcul du débit ou le cycle time, ou ces indicateurs-là, on va les retrouver aussi. On n'aura peut-être pas il faudra regarder dans le détail quelle est la différence qui existe entre les deux. Par contre, on est toujours à un niveau global et rarement à un niveau équipe. Le niveau équipe dans Jira Online nous intéresse un peu moins. Une fois de plus, on va se sourcer dans Jira. Ce qui va nous intéresser, c'est peut-être de regarder le temps moyen de parcours d'une épique au sens safe, pas au sens Jira. Donc, il y a un certain nombre d'indicateurs qui peuvent ressembler, mais probablement que c'est relativement complémentaire par rapport à ce que je viens de voir. Il y a d'autres indicateurs qui sont très liés à la gestion budgétaire, qui est un élément essentiel dès lors qu'on fait du LPM, où là, évidemment, Jira Online a, je pense, un certain nombre de rapports out of the box plus complets, plus développés, on va dire, pour traiter de ces sujets-là. Mais j'ai l'impression qu'au regard de ce que je vois, ça reste assez complémentaire entre la vision plutôt équipe, j'aurais tendance à dire, et la vision plutôt entreprise dans Jira Online. Alors, il y a beaucoup de questions aussi autour de la différence entre ex-portfolio Advanced Roadmap et Jira Align. Donc, tu as déjà couvert un petit peu certaines différences. Est-ce que tu peux
donner plus de détails. Et c'est vrai qu'on crée de la confusion au sein d'Atlassian sur ce sujet-là. On a gardé Portfolio, comme je le disais tout à l'heure, qu'on a renommé en Advanced Roadmap parce qu'il faisait tout sauf de la gestion de portefeuille. C'est vraiment un outil de road mapping, donc visualiser dans le temps un certain nombre d'éléments de travail. L'objectif qu'on a aujourd'hui chez Atlassian, c'est de produire cette solution-là, enfin continuer à faire évoluer cette solution-là pour les petits programmes, on va dire. Si vous regardez les préconisations qu'on peut indiquer sur notre site Internet, on est plutôt sur le fédérer une poignée d'équipes. Dès lors qu'on parle de transformation, mais c'est un peu plus rare, mais dès lors qu'on parle de transformation un peu plus globale au sein d'un département ou d'une entreprise, généralement, on a tendance à drainer une volumétrie qui est bien différente. Roadmap n'avait pas été conçu pour ça, et donc on pousse nos clients vers Jira Align. Si on devait faire une dichotomie simple, à partir du moment où on ne traite pas des sujets au-dessus du programme, au sens safe, et qu'on est sur une taille relativement modeste, on sera, en termes de nombre d'équipes, on sera sur Advanced Roadmap. Par contre, on n'aura pas les bénéfices d'une gestion OKR, gestion budgétaire, LPM, co. Pour les transformations dans les grandes organisations, si on regarde la mouvance qu'on a aux États-Unis, par exemple, ou en Angleterre, depuis l'acquisition d'Agilecraft, dont on prend le Jira Align, nos clients ont plutôt tendance à passer sur Jira Align pour avoir une gouvernance un peu plus industrielle. Qu'on ne saura pas mettre en place avec Portfolio, enfin avec Advanced Roadmap aujourd'hui. Donc les grandes transformations safe sont plutôt maintenant. Je reprends ce qu'on disait tout à l'heure. Ce qu'on voit aujourd'hui au niveau des outils, c'est la mise en place des outils dans la réponse de l'agilité à l'échelle, c'est fait souvent par des administrateurs Jira avec une vision qui était très orientée outils. Et partant du principe que Jira disposant des mécanismes de base, workflow, attributs, juridiction, qu'on arrivait à faire à peu près ce qu'on voulait. Le constat, quelques années plus tard, c'est quand on regarde tous les clients qui font du safe en France, mais je peux me tromper, mais en tout cas ceux avec qui j'ai des interactions, ont plutôt mis une usine à gaz sur Jira. Et on se retrouve à perdre le contrôle, nous, Atlassian, parce qu'on commence à avoir des retours négatifs, ce qu'on n'avait jamais eu. Jira est un outil hyper apprécié. Aujourd'hui, on commence à avoir quelques retours négatifs, en particulier côté métier, par exemple, où on trouve que cette mise en place ne produit pas forcément les indicateurs et les fruits, ce qu'on espérait en termes de bénéfices. Donc, on veut essayer de rompre avec ça, remettre Jira à sa place, qui est de gérer le niveau équipe, et s'intéresser, dès lors qu'on parle de transformation, plutôt s'intéresser à Jira Align, qui est plus un outil LPM, on va dire, qui inclut les différentes couches qui nous permettent d'arriver jusqu'à ce niveau-là. Donc, c'est ça qu'on cherche à repositionner. Ça marche plutôt bien, comme d'habitude, les anglo-saxons ont un petit peu d'avance sur nous sur ces sujets-là. Si on regarde les grosses références qu'on a sur Jira Align, c'est plutôt des énormes clients. On a commencé aux États-Unis, parce qu'Agilecraft est une société américaine. Et depuis quelques années, via l'acquisition par Atlassian, on s'est étendu en Europe et en Asie. Donc, en Europe, on commence enfin à avoir des très grosses références depuis 2 ans à peu près, dans quasiment tous les secteurs. Donc, je pense que les gens comprennent mieux le discours. Et on a plus de facilité à convaincre, et Jira Align devient facilitateur dans la transformation, ou un catalyseur, on va dire. On a plus de facilité à présenter un tableau de bord ou une interface Jira Align à des métiers ou à des exécutives que de présenter un Jira Software qui reste quand même très tagué dans sa mouture software, équipe technique. Très bien. Question autour de justement de la... Parce qu'une des forces, des fonctionnalités qui étaient appréciées côté Portfolio Advanced Roadmap, c'était la partie planification, mais on retrouve une partie planification dans Jira Align aussi. C'est peut-être pour ça qu'on crée de la confusion. La notion de roadmap et de planification existe aussi dans Jira Align. Donc, Jira Align couvre aussi ces aspects-là, mais va au-delà de ce qu'on peut trouver dans Advanced Roadmap. Tout ce qui est gestion capacitaire, c'est bien d'avoir une roadmap, mais savoir si on peut l'exécuter ou pas, et ça dépend un peu de la capacité qu'on a, est un autre sujet qu'on traite dans Jira Align, qu'on traite plutôt bien. Mais une fois de plus, il faut voir Jira Align comme étant l'outil qui permet, à mon avis, de convaincre un peu plus les fonctions exécutives dans les organisations. À chaque fois qu'on parle de transformation et de LPM, les sujets $4, €, interviennent assez rapidement. Et ça, on va le traiter avec Jira Align et on n'a aucune velléité de le traiter dans un Jira Software. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire. Jira Software, vous pouvez définir des attributs, définir des champs calculés, définir des workflows, vous pouvez définir ce qu'on veut. Donc, on peut évidemment le faire, au même titre qu'on peut le faire dans n'importe quel outil de workflow, mais ce n'est pas ce pourquoi Jira Software avait été conçu. Donc, une fois de plus, essayons de remettre les outils dans leur position historique, là, en tout cas là où nous pensons qu'ils doivent être, pour éviter la confusion et surtout éviter de créer des usines à gaz, comme on peut le voir de temps en temps maintenant.
Alors, après, il y a des questions par rapport à une présentation de la solution. Effectivement, on avait pris le parti de pas d'en parler, mais pas de la présenter aujourd'hui, parce que c'est quand même une solution, une nouvelle solution à part. Donc, il faudrait un webinaire entier pour le présenter. Donc, on va, nous, au Spectrum, réfléchir à éventuellement mettre en place ce type de nouveau webinaire centré sur la solution elle-même. Mais effectivement, le sujet du webinaire était plus autour de, voilà, d'une manière plus générique, pas centré sur un seul outil et voilà, présenter ce qu'on pouvait faire autour de Jira pour gérer cette transformation vers l'agilité à l'échelle, et autour de Weavis pour du reporting une fois que la transformation était en place, toujours basée sur Jira. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser via l'outil. Il nous reste encore un petit peu de temps pour y répondre, sachant que le webinaire a été enregistré, qu'il sera mis à disposition sur la chaîne YouTube de Spectrum et qui vous sera partagé. On va attendre un petit peu pour voir s'il y a d'autres questions supplémentaires. Sinon, voilà, je propose, messieurs, de faire une petite conclusion. Je me lance. Vas-y, oui, parce que là, il reste 5 minutes. Là. Vas-y. Bon, en conclusion, oui, moi je pense que c'est très important aujourd'hui de tenir compte dans la roadmap d'une transformation agile, de bien noter cette problématique d'outillage et la nécessité aussi de piloter cette transformation avec aussi des outils digitaux et agiles, et pas de les mettre à côté. Comme ça arrive souvent où la transformation, on pense que c'est des pratiques, voilà, il y a des personnes, qu'il y a des projets à faire, mais on oublie souvent toute cette partie digitalisation, outillage, qui vont apporter des éléments importants et qui vont être une plus-value pour aussi permettre à cette transformation de se passer le mieux possible et de remonter aussi un certain nombre d'informations qui vont permettre aussi aux sponsors de vraiment appuyer cette transformation et d'avoir une vision sur ce qui se passe. Aujourd'hui, il n'y a rien de pire que les transformations agiles qui se passent où vous avez un sponsor ou un top management qui n'a pas de visibilité sur ce qui arrive et des équipes qui sont incapables de produire une vision claire de où elles vont et comment elles vont et où elles en sont de leur avancement. Et souvent, ça peut générer des frustrations et un désengagement. Donc, je pense que la partie outillage doit être de moins en moins négligée, encore plus aujourd'hui qu'avant, et doit faire partie intégrante de la transformation agile à l'échelle. Moi, je ne peux qu'abonder. Hein. J'entends rarement ce discours côté coach, donc je suis plutôt beaucoup d'entendre ça. Généralement, il y a une dichotomie qui s'opère entre la transformation à proprement parler, qui est évidemment un élément essentiel, autour des nouvelles pratiques, de la culture, du changement de mindset, et j'entends rarement la composante outil intervenir dans ces discussions-là. Moi, je représente l'éditeur de logiciels, donc forcément, je vois les choses au travers du prisme de la technologie et de l'outillage, mais je ne peux qu'abonder. Aujourd'hui, une fois de plus, je pense que la mise en place d'une solution prévue pour faire de l'agilité à l'échelle avec la production des différents indicateurs qui permettent la gouvernance peut paraître essentielle. On a souvent dans les organisations, la transformation est pilotée par l'IT, dès lors qu'on commence à vouloir réintégrer les métiers qui devraient être les gens à l'origine de la transformation, mais qui ne le sont pas toujours, leur présenter des choses qui sont un peu trop techniques, telles qu'on le voit dans Jira, et parfois un frein. Donc, avoir une interface, que ce soit les indicateurs qu'on a présentés aujourd'hui ou que ce soit Jira Align, ça me paraît être des outils qui sont plus adaptés à ces populations-là. Et puis, le deuxième aspect, c'est faire des choses simples. Enfin, l'agilité à l'échelle est un vrai sujet. On cherche à accoster deux mondes qui peuvent paraître orthogonaux. On a ce besoin d'agilité au niveau de l'équipe, tel que le préconise le manifeste, mais on n'a pas besoin du manifeste pour comprendre l'intérêt de tout ça, parce qu'on sait très bien que c'est là où on va augmenter la productivité au travers de l'autonomie de la collaboration de ces équipes. Et d'un autre côté de la chaîne, tout en haut de l'organisation et de la pyramide, on a un besoin de conformité un peu plus fort. Si je publie mon rapport annuel quand je m'appelle une grosse banque française ou autre, je suis bien obligé de donner une trajectoire, donner un certain nombre de choses et parler en cas euros, en millions d'euros généralement d'ailleurs. Donc j'ai besoin d'accoster ces deux mondes-là. Nous, on voit l'élément Jira comme étant le modèle d'exécution et le point d'accostage avec le point de la gouvernance qui est dans Jira Align. Donc, c'est-à-dire que quand on donne la main aujourd'hui, nous, à des populations métiers, on va le faire plutôt avec une vision programme, solution ou portefeuille
Et on a tenté de rendre les choses le plus simple possible. Mais pour ça, faut-il encore que le Jira soit correctement configuré. Donc, tout ça pour dire que la partie outillage prend de plus en plus d'importance dès lors que la transformation s'opère réellement. C'est-à-dire qu'elle n'est pas limitée à un programme et qu'on commence à intégrer beaucoup plus de parties prenantes au sein de l'organisation et qui s'intéressent à adopter réellement un operating model agile. Et donc là, on est obligé de faire évoluer la partie outil. Mais j'adore entendre des coachs parler de l'axe outil. Hein. Je suis fan. C'est peut-être historique, c'était aujourd'hui, lors de ce webinaire. Moi, ce que je rajouterais, merci bien pour vos deux conclusions, je rajouterais justement là où Spectrum Group peut vous aider en tant que partenaire Atlassian, c'est justement pour, à travers notre solution d'audit et de health check, venir vous accompagner pour aligner les usages que vous faites de Jira et les personnalisations que vous avez faites et vous accompagner dans leur transformation vers l'agilité à l'échelle en vous basant toujours sur Jira, qui reste l'outil, comme l'a dit Alexis, qui est quand même l'outil principalement utilisé par toutes les différentes équipes et donc qui sert de socle aussi, comme on en a parlé, pour récupérer les données aussi bien au niveau de Jira Align qu'au niveau de WeWiz. Donc, mettre en place une bonne gouvernance côté Jira Software et l'appliquer et la suivre dans le temps, c'est un des prérequis, un des fondements à votre transition réussie vers l'agilité à l'échelle. Et c'est là où Spectrum Group peut vous accompagner. Je vous remercie tous d'avoir participé à ce webinaire. J'espère que vous avez répondu à toutes les questions que vous posiez, qu'on vous a éclairer plus encore sur l'agilité à l'échelle outillée avec les solutions Atlassian et suivi avec WeWiz. Et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne journée.